Première capsule du cours du 11 novembre en alliage léger et non ferreux. Je vais consacrer cette capsule-là à la fin euh, du chapitre concerné par les alliages de titane. Et ce qui me restait à voir concernant les alliages de titane, ce sont différents alliages. Les principaux utilisés, ceux qu'on rencontre le plus souvent. On avait vu, si vous vous souvenez bien, que les alliages de titane étaient classés en deux grandes catégories que je recule pour juste montrer la diapo dans laquelle on avait vu qu'il existe d'une part les alliages monophasés alpha et les alliages biphasés alpha et bêta. Donc je rappelle que le titane est un métal allotropique, donc selon la température et la composition chimique, les atomes de titane peuvent s'organiser selon deux réseaux cristallins. Normalement, l'ambiante, sans certains éléments d'alliage, le titane est hexagonal compact. Sinon, si on le monte en température ou si on ajoute certains éléments d'alliage, euh, le titane il peut y avoir des phases dans le titane, même à l'ambiance, qui correspondent à des grains cubiques centrés, en l'occurrence la phase bêta. Et la phase alpha, qui est constituée d'hexagonales compacts, c'est elle qui va contribuer pour une plus grande résistance mécanique du titane. À l'inverse, la présence de phases cubiques centrées bêta va assurer une certaine résistance au choc et aussi, bien entendu, une aptitude très grande du titane pour les opérations de mise en forme à chaud à haute température. Donc, si je reviens là, on en était rendu euh, à la fin de la capsule précédente. J'étais rendu à parler spécifiquement des alliages biphasés alpha-bêta, donc contenant des éléments d'alliage qui pouvaient stabiliser jusqu'à un certain point le réseau cubique centré. Donc, les alliages biphasés contiennent, comme le nom l'indique, à la fois un mélange de grains cubiques centrés et un mélange de grains hexagonaux compacts. Ces alliages sont stables jusqu'à environ 450 degrés C. Autrement dit, il n'y a pas de transformation allotropique en général jusqu'à peu près 450 degrés C. Donc, la phase alpha ne se transforme pas en bêta jusqu'à 450 degrés C. Leur possibilité de déformation à froid est moyenne, mais supérieure à celle des alliages alpha. Et ça, c'est dû à la présence du réseau cubique centré. Donc, la phase bêta, c'est cubique centré. Et on sait bien que le réseau cubique centré est bien plus ductile que, de manière générale, au réseau hexagonaux compacts. Ils sont soudables avec précaution, comme à peu près tous les alliages de titane. Précaution, on fait référence à l'exposition du titane à haute température et à l'état liquide avec l'atmosphère. On sait que le titane est très sensible à la présence d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, donc tous des atomes qu'on retrouve dans l'air ambiant. Et il faut absolument protéger le titane lors des opérations à chaud, de fonderie et aussi de soudage. Donc, dans le cas du soudage, on va avoir recours à des gaz de protection systématiquement, plus souvent, presque tout le temps, de l'argon. Euh, à l'état euh, tri- à l'état traité thermiquement, après la trempe, un certain revenu conduit à une structure d'équilibre et à un durcissement par précipitation. Donc, autrement dit, certains éléments d'alliage qu'on ajoute dans le titane pour, entre autres, faire apparaître la phase bêta, même à l'ambiante, vont aussi contribuer, vont aussi, euh, lors d'un refroidissement ou lors d'un refroidissement contrôlé lors du revenu, euh, donner lieu à des réactions chimiques entre eux ou avec le titane pour faire des composés intermétalliques. Donc, le mot revenu est ici à utiliser avec précaution parce que oui, lorsqu'on fait une trempe sur un acier, il y a une transformation martenstique. Donc, lorsqu'on fait un retour à haute température, il y a un phénomène de revenu, mais à chaque fois, ce qui n'est pas le cas avec les aciers, mais euh, pas avec tous les aciers du moins, mais à chaque fois avec le titane,
il y a un phénomène de précipitation associé en métallurgie de manière générale à un processus de vieillissement, comme on a vu avec les alliages d'aluminium. Donc, lorsqu'on fait un traitement thermique avec les alliages de titane, c'est un mélange de transformation martensite et de durcissement structural. Donc, la résistance mécanique c'est un résultat d'un mélange de ces deux phénomènes-là qu'on obtient après traitement thermique chez les alliages de titane de manière générale. Comme exemple d'alliage, euh, faisant partie de la famille biphasée alpha-bêta, ben, le plus connu et de loin et le plus utilisé aussi, c'est le fameux alliage TI6Al4V, 6% d'aluminium, 4% vanadium. L'aluminium agit comme stabilisateur du réseau alpha et le vanadium agit quant à lui comme l'inverse, c'est-à-dire stabilisateur du réseau bêta. Mais l'aluminium, ici, la raison principale de son ajout, c'est pas, il agit, oui, comme il a le résultat de stabiliser le réseau alpha, mais c'est pas la raison pour laquelle il est ajouté dans l'alliage. On parlait tout à l'heure de durcissement structural, de durcissement par précipitation. Bien, l'aluminium a une très grande affinité avec le titane. Donc, lorsqu'on procède à un traitement thermique judicieux, donc trempe suivi d'un revenu, malgré qu'on pourrait peut-être utiliser le mot vieillissement, mais on préfère dans le cas du titane utiliser le mot revenu, bien, il y a précipitation fine lorsque le traitement thermique est convenablement effectué, de phase dure très finement disséminée de, d'un précipité formé par des atomes d'aluminium et de titane. Et le vanadium, lui aussi peut participer à former certains précipités, mais la raison pour laquelle il est dans l'alliage, c'est plutôt pour stabiliser le réseau cubique centré, de façon à donner une résistance au choc. On sait que le réseau cubique centré est beaucoup plus résistant au choc que le réseau hexagonal compact. Donc, en faisant apparaître, en stabilisant le réseau cubique centré, ben, on donne une bonne résistance au choc à l'alliage. Et la résistance mécanique est surtout contribution de l'ajout d'aluminium par la formation de précipités après traitement thermique. Donc, comme je viens de le dire, l'alliage est traitable thermiquement. Ben, en réalité, il est toujours utilisé traité thermiquement pour des sections supérieures, même jusqu'à 1 pouce, et utilisable jusqu'à 400 degrés C. Donc, il est stable, il demeure stable jusqu'à 400 degrés C. Sinon, dépasser cette température-là, on rentre dans un phénomène, dans le cas du TCSL4V, il pourrait y avoir un phénomène de survieillissement si les températures d'utilisation dépassent les 400 degrés. Et puisque c'est l'alliage le plus généralement utilisé, ces utilisations recouvrent beaucoup d'applications. On retrouve beaucoup le titane 6Al4V dans différents composeurs de moteurs d'avions, moteurs aérospatiaux, des composantes de cellules d'avion, donc différentes applications dans l'aérospatial, dans le militaire beaucoup, les avions de chasse, la fabrication des missiles, euh, dans la marine militaire aussi. Donc, le titane, de par sa relative légèreté et de sa très grande résistance mécanique et de sa très grande résistance à la corrosion, de sa stabilité aussi par rapport à plusieurs alliages aluminium, donc capable de conserver ses propriétés mécaniques à des températures beaucoup plus élevées qu'avec les alliages d'aluminium de la série C1000, par exemple, ben, le titane est très intéressant pour beaucoup d'applications relatives à l'aéronautique et le militaire. Pour encore poursuivre avec le 6Al4V, il peut y avoir des additions de d'autres métaux, dont des éléments d'alliage secondaires, comme par exemple présence de palladium, de ruthénium. Donc, ce pas des métaux dont vous entendez souvent parler. Ce sont des métaux quand même assez rares, extrêmement dispendieux. Le palladium et le ruthénium vont être ajoutés notamment pour donner une résistance à la corrosion supplémentaire dans des conditions très sévères, comme l'exposition à de l'acide chlorhydrique pur ou du chlore gazeux.
Donc, on sait que le titane est déjà très, très résistant à l'oxydation et à la corrosion, mais on peut encore l'améliorer par addition de certains éléments comme les deux que je viens de citer. Aussi, on peut aussi ajouter du nickel, qui va aussi contribuer à la résistance à la corrosion. Donc, on voit que c'est pas beaucoup, là. Donc, c'est presque des traces, surtout dans le cas du palladium et du ruthénium, mais ça donne un gain intéressant en résistance à la corrosion dans des conditions extrêmement sévères. Et puis, on peut aussi faire des traitements spécifiques sur cet alliage-là, donc réduire la présence en oxygène en bas d'un certain maximum pour faire en sorte que l'alliage ait une meilleure ductilité. Donc, ça le rend plus apte à la déformation à froid et aussi une meilleure ténacité, une meilleure résistance au choc. Donc, c'est un traitement spécifique de désoxydation qui permet de réduire encore plus la teneur en oxygène. À ce moment-là, on va utiliser les trois lettres ELI à l'avant de l'alliage pour spécifier que l'alliage a reçu un traitement spécifique de désoxydation pour améliorer encore plus la résistance au choc et l'aptitude à la mise en forme à froid. Autre alliage, cette fois-ci, c'est pas un alliage alpha-bêta, c'est un alliage monophasé alpha, donc uniquement composé de grains hexagonaux compacts. Présence d'aluminium, donc c'est normal, l'aluminium stabilise le réseau alpha, mais sa présence est surtout pour donner de la résistance mécanique par précipitation avec le titane. Avec présence d'étain et de zirconium. Donc, l'étain et le zirconium, ce qu'on a vu dans la capsule précédente, ce sont deux éléments qui sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne stabilisent ni le réseau hexagonal compact, ni le réseau cubique centré. Donc, il n'a pas d'effet sur la stabilité des phases, sur la température de transformation allotropique, autrement dit. Par contre, il y a une certaine présence, là, pas dépasser 2% de molybdène. Le molybdène va participer à faire un durcissement par précipitation. Mais on le limite à 2% parce qu'on ne veut pas voir l'apparition de grains bêta cubique centré parce que le molybdène stabilise à partir d'une certaine concentration le réseau cubique centré. Donc c'est un alliage qui est presque entièrement constitué de phase alpha. Il est prêt à l'emploi jusqu'à approximativement 500 degrés, 540 degrés C. Donc, vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas de bêta, on n'a donc pas la crainte de euh, autrement dit, la température de transformation elle est plus élevée, donc ça permet des températures d'utilisation plus élevées, tout en ne perdant pas de résistance mécanique. Sa demande principale se situe au niveau du marché des composantes de compresseurs de turbines à gaz, les lames des disques et des roues à aube. On l'utilise aussi, peut être laminé, souvent à chaud, parce que l'alliage alpha se prête très mal aux déformations à froid. Il est uniquement constitué de grains hexagonales compacts, donc peu déformables à froid, mais on peut fabriquer des tôles laminées à chaud pour la structure de post-combustion de moteurs d'avion et pour des applications diverses reliées à l'aérospatiale. Donc on retrouve encore là l'aérospatiale qui est présent pour ce type d'alliage-là. Euh, donc, c'est un alliage qui offre, de manière générale, de meilleure résistance mécanique que l'alliage précédent en termes de résistance, en termes de dureté, résistance à l'usure. Par contre, il est moins résistant au choc. Donc, tout dépendant des conditions de mise en service, on peut être porté à choisir cet alliage-là, surtout lorsqu'on a besoin d'une plus grande stabilité à haute température. Donc, il est préférable d'utiliser cet alliage-ci comparativement au 6AL4V. Vous avez un autre alliage qui est quand même passablement utilisé, le 6AL7NB. Le NB, c'est le niobium. Soit dit en passant, le niobium est produit seulement à deux endroits dans le monde. Et le plus grand volume de production de niobium n'est pas très loin d'ici. Il est au Québec, au Saguenay, dans un petit village qui s'appelle Saint-Honoré, où vous avez la principale mine de niobium au monde, et qui est un métal ultra stratégique. Parce que le niobium est un élément d'alliage qui peut rentrer dans la composition de certains aciers qui ont des applications très spécifiques dans le militaire et aussi pour certains alliages de titane qui sont de stratégie militaire aussi. Donc, c'est une mine très importante, là, même pour la Maison-Blanche aux États-Unis. C'est une mine qui est surveillée. Euh, parce que c'est l'unique source de niobium pour le marché nord-américain. L'autre mine, je crois qu'elle est en Chine,
Euh, le niobium, c'est un métal très rare et très dispendieux et très stratégique. Le Québec, soit dit en passant, je l'ai déjà dit, là, c'est un des rares endroits au monde, là, parce qu'on est dans une structure qui s'appelle le bouclier canadien, qu'on partage avec le nord de l'Ontario. Et le Québec est un des endroits dans le monde où il y a le plus de métal de valeur. Niobium, l'or, l'argent, le lithium aussi qui rentre dans la fabrication des batteries, du cuivre. Mais en même temps, et ça c'est dommage un peu, c'est un des endroits dans le monde les plus sous-exploités en termes de métaux de valeur. On a, par notre faible population, par la réduction des investissements qui s'est fait depuis certaines années, on est assis sur un territoire sous-exploité, mais potentiellement extrêmement riche. Donc, on pourrait être très riche en exploitant un peu plus les métaux que l'on possède sur notre territoire. Euh, mais pour toutes sortes de raisons, politiques ou environnementales, on a des réserves sociales à exploiter tout ce que l'on a. Mais bon, un jour, ça va probablement changer pour le mieux, en espérant. Donc, le fameux plan Nord, dont vous avez probablement entendu parler depuis quelques années, là, qui avait été initié par un parti politique précédent au Québec, ben, c'était un peu ça, d'essayer d'attirer des investissements, d'encourager l'exploitation de certains métaux de très grande valeur pour nous enrichir et payer nos soins de santé, entre autres, et nos écoles et tout. Mais ça a plus ou moins marché. Bon. Si on revient à notre fameux alliage, ben, il est important aussi, un peu comme le 6Al4V, mais il est beaucoup moins produit en termes de volume, mais il est tout aussi important en termes d'utilité. C'est un autre alliage qui démontre une très haute résistance mécanique. C'est un alpha-bêta, donc le niobium, il stabilise le réseau cubique centré. Donc on a un alliage biphasé, encore une fois, cubique centré hexagonal compact. Et l'une des grandes forces de cet alliage-là, c'est qu'il est entièrement biocompatible, c'est-à-dire qu'on peut avoir cet alliage-là dans notre corps, et puis notre corps ne le rejettera pas. Notre corps pense que c'est un os, autrement dit, ou il fait partie, ou que c'est un organe. Donc, il n'est pas rejeté. Le corps, la présence de cet alliage-là euh, et ne sera pas dérangé par un mécanisme de défense dans le corps humain qui va tenter de le rejeter. De sorte qu'on va utiliser, lorsque vous entendez parler, par exemple, des hanches en titane, donc on peut remplacer certains éléments de l'ossature par cet alliage-là. Donc faire entre autres des hanches de remplacement, des tibias de remplacement, donc toutes sortes d'os par cet alliage-là et les organes, les muscles, les ligaments vont se reconstruire autour du matériel comme si c'était un os normal. Donc, on va fabriquer aussi des implants chirurgicaux. Ben, c'est ça, les implants chirurgicaux, c'est un peu comme les hanches artificielles et les articulations, hanches de remplacement, etc. Voilà. Un autre alliage biphasé, alpha-bêta. Là, ici, on a un alliage un peu plus complexe, là, de présence de beaucoup d'éléments. 15% molybdène, 3% niobium, avec un peu d'aluminium et du silicium. Ici, on a la présence d'un élément molybdène qui a un effet stabilisateur du réseau bêta. Il y en a quand même beaucoup, 15%. Donc, c'est un alliage dont la proportion de bêta est plus grande que ce qu'on a vu précédemment. Le molybdène participe à la résistance mécanique en même temps avec l'aluminium et aussi le niobium. Donc, une forte présence d'éléments d'alliage. Là, on est dépassé le 20% d'éléments d'alliage total, ce qui va entraîner quand même une hausse de résistance mécanique à l'état traité thermiquement, donc offre de très grandes résistances, comme plus grande que le 6AL4V. Combiné avec une très bonne formabilité parce qu'on a une forte présence de grains cubiques centrés se prête mieux aux opérations de mise en forme à froid que le réseau hexagonal compact. Mais ça a surtout été conçu pour sa résistance à l'oxydation améliorée
contribution du molybdène surtout qui va donner une résistance à l'oxydation pour des conditions d'oxydation plus sévères que le titane pur, par exemple. Et aussi en même temps une température de fluage qui est plus élevée que ce qu'on a vu, une grande stabilité thermique. Donc, ça, c'est dû à la nature des précipités qui sont plus stables. Donc, le molybdène forme des précipités plus stables qu'avec l'aluminium et le titane. Donc, la résistance mécanique, elle va être préservée des températures plus élevées. C'est comme ça qu'on définit la résistance au fluage. C'est le plus utilisé cet alliage-là pour les applications au-dessus de 300 degrés C, demandant du même coup une excellente résistance à la corrosion. Donc, autrement dit, lorsqu'on demande à la pièce de conserver sa résistance mécanique à haute température tout en ne s'oxydant pas du tout, ben, c'est un des alliages les plus utilisés. Mais forcément assez dispendieux parce que le titane lui-même, il est relativement dispendieux. On a vu pourquoi dans la capsule précédente, du fait de la complexité du procédé Crowe, du procédé d'extraction et d'élaboration du titane. Mais aussi, le molybdène lui-même est aussi un métal très dispendieux. Donc, à 15%, ça commence à faire un alliage qui est cher, en plus de la présence de niobium. Donc, oui, on va réserver cet alliage-là lorsque ça en vaut la peine, bien entendu, donc lorsque les conditions d'utilisation sont sévères en termes de température. Donc, typiquement utilisé pour des cellules d'avion, les parties qui sont les plus exposées à la température élevée, donc vers l'arrière des moteurs à réaction, là où s'effectue la combustion. Structure de moteur, des nids d'abeilles. Les nids d'abeilles, c'est des pièces spécifiques rentrant dans la conception des moteurs à réaction. Des attaches et des composés matriciels métalliques. Donc, on va retrouver beaucoup cet alliage-là dans la partie arrière des moteurs d'avions commerciaux, là où la température est la plus élevée. Un autre alliage intéressant ici, cette fois-ci, on voit qu'il y a une certaine présence de fer, dans 4,5%, avec encore du molybdène, 6,8%, et de l'aluminium aussi. Donc, c'est un autre alliage biphasé alpha-bêta, parce que le molybdène et le fer sont tous les deux bêta-gènes. Euh, c'est un alliage qui ressemble beaucoup au précédent. Donc, on va le fabriquer pour la fabrication des ressorts pour les automobiles et autres moyens de transport. On met moins de molybdène que le précédent parce que c'est pour des applications pour lesquelles la résistance à haute température et à l'oxydation est moins importante, ce qui est le cas justement d'un ressort pour les autos ou pour les motoneiges. Et autrement dit, on remplace une partie du molybdène de l'alliage précédent par du fer, qui est beaucoup moins dispendieux. Le fer, il vaut presque rien là, en comparaison avec le molybdène. Donc, ça permet d'obtenir un alliage plus abordable pour obtenir, mis à part la résistance à l'oxydation, là, au niveau de la résistance mécanique, on a quelque chose de semblable. Donc, en utilisant le molybdène sous forme de ferroalliage, du ferromolybdène, parce que la majeure partie du molybdène disponible dans le marché est sous forme de ferromolybdène. Parce que le molybdène, à la base, il est extrait presque uniquement pour la fabrication des aciers micro-alliés et alliés. Donc, on parle des aciers de la série 4000, comme le 4340, qui a une certaine présence de molybdène, mais aussi, surtout, des aciers-outils de la série molybdène. Donc, les principales mines de molybdène offrent donc le molybdène sous forme de ferromolybdène, donc des atomes de fer mélangés avec des atomes de molybdène, donc un intermétallique, autrement dit. Et pour les aciéries, c'est beaucoup plus facile d'ajouter le molybdène sous forme de ferromolybdène parce que le molybdène est déjà dissous avec le fer. Donc, si on ajoute des morceaux de molybdène pur dans une charge d'acier lors de l'élaboration d'un acier, ça va prendre beaucoup plus de temps pour le molybdène à se dissoudre. Donc, ça va augmenter le temps d'élaboration à l'acierie. Donc, chaque four va devoir traiter de l'acier pendant plus longtemps, ce qui fait qu'au bout d'une année, ben, on va avoir coulé moins d'acier. Donc, ça va coûter plus cher. Donc, lorsque le molybdène est déjà mélangé à du fer, ben, c'est beaucoup plus rapide lorsqu'on ajoute le ferromolybdène dans la charge. La mise en solution est beaucoup plus rapide, donc on coule l'alliage à l'intérieur d'un temps plus court. Donc c'est pour ça que le molybdène, c'est pour ça qu'autrement dit qu'on va retrouver le fer dans l'alliage. Donc c'est vraiment un alliage qui a été conçu
pour obtenir à peu près les mêmes caractéristiques que l'alliage précédent et pour un coût moindre. Et donc, le ferromolybdène coûte beaucoup moins cher que le molybdène pur. Puis on a besoin de moins aussi. Puis le fer va remplacer un petit peu une partie du molybdène en termes de propriétés mécaniques. Donc, voilà. Et là, si on poursuit avec ce même alliage-là, quelque chose d'autre à dire, c'est qu'en utilisant cette approche avec le traitement approprié, le titane peut, pour la première fois, réaliser les objectifs pour des applications rentables. Donc, le coût, autrement dit, c'est un alliage moins dispendieux dans le domaine du ressort et d'autres composantes automobiles. Donc, c'est un alliage qui est très résistant mécaniquement à l'état trempé, traité thermiquement, bien entendu. Pour vous donner une idée, là, un ordre de grandeur des résistances mécaniques qu'on peut atteindre avec certains alliages de titane, vous avez différents alliages ici, là, aluminium éteint, c'est un monophasé alpha. À l'état recuit, on a une limite élastique de 800 mégapascales. Alors, regardez, là, même à l'état recuit, là, il n'est même pas trempé revenu. 800 mégapascales, ça dépasse là, les aluminiums de la série 5000 les plus résistants. Puis on a un alliage alpha. Bon. Euh, ensuite, si on considère quelque chose de plus concentré en termes d'éléments d'alliage, un petit peu, 8% d'aluminium avec 1% de molybdène, c'est un autre alliage monophasé. Trempé revenu, on obtient quand même des limites élastiques de 900 mégapascales. Il y en a quelques autres ici, comme par exemple le 6AL4V qu'on a vu qui était le plus utilisé. Ben, à l'état de traité thermiquement, on atteint le 1050 de limite élastique. Donc, 1150 en résistance ultime en traction et 12% en allongement à l'état de traité thermiquement. Donc, ça suffit pour offrir une bonne résistance au choc. Et puis, si on va dans les résistances les plus élevées, donc vous avez un alliage là, contenant 6% d'aluminium avec 6% de vanadium avec de l'étain pour augmenter encore plus la dureté. Donc, on obtient l'état traité thermiquement jusqu'à 1150 de limite élastique. C'est pas présenté ici, mais il y a certains alliages de titane qui ont été développés dans les dernières années avec lesquels on est capable d'atteindre quelques 1300-1350 mégapascales en limite élastique tout en offrant un pourcentage d'allongement autour de 12 à 15% pour la résistance au choc. Donc là, on commence là, vraiment à jouer dans le territoire des aciers résistants. On n'est pas capable de dépasser là, les aciers, même de les égaliser en termes de résistance mécanique. Les aciers les plus résistants là, peuvent atteindre presque 2000 mégapascales. Sauf qu'il faut se rappeler que le titane est presque 2 fois plus léger que l'acier. Donc, c'est là que le titane va aller récupérer en termes de résistance mécanique. Là. Donc, pour un même poids de pièce, on peut donc faire des sections plus grandes pour diluer la charge et une pièce en titane peut faire un travail équivalent qu'une pièce en acier. Voilà. Donc, le marché des alliages de titane, ben, des applications, vous avez une liste ici, le moteur et cellules d'avion. Donc, le titane est très présent dans la fabrication d'un moteur d'avion. Dans les équipements de procédés chimiques et pétrochimiques, parce que le titane est très résistant à l'oxydation et à la corrosion dans les milieux très sévères. Donc, on peut utiliser le titane pour fabriquer des conduites et des réservoirs contenant des acides purs ou des gaz très, très corrosifs comme le chlore gazeux, par exemple. Condenseurs d'usines électriques pour, autrement dit, qui eux aussi font ils vont contenir, ce sont des équipements qui vont contenir, comme par exemple dans les transformateurs, où il va y avoir des produits très corrosifs et on va utiliser, dans certains cas, le titane pour préserver les composantes de l'oxydation et de la corrosion, pour des raisons de sécurité. Aube de turbine à vapeur. Le titane se prête bien, relativement bien à la métallurgie des poudres. Donc, vous connaissez un petit peu la métallurgie des poudres, qui consiste en un procédé de mise en forme à partir duquel on va ajouter le métal dans un moule sous forme de poudre. On va compresser la poudre, on va chauffer le moule et les grains vont fusionner les uns sur les autres pour former une pièce avec des dimensions très précises. On peut obtenir des formes relativement complexes aussi par cette méthode-là.
Donc le titane se prête bien à ça. On peut utiliser le titane dans les systèmes de chloration, d'échangeurs de chaleur, systèmes de haute pression. On retrouve de plus en plus souvent le titane dans certaines pièces pour l'automobile. Ça augmente d'année en année. Et comme je l'ai dit dans une capsule précédente, attendez-vous à ce que dans quelques dizaines d'années, qu'il y ait une révolution au niveau de l'automobile, au niveau des pièces. On va commencer à retrouver le titane dans beaucoup de composantes euh, qui vont contribuer à augmenter, bien entendu, la légèreté du véhicule. Mais c'est la raison principale, c'est surtout pour augmenter la durée de vie des autos parce que c'est le principal problème et c'est dommage parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la consommation d'essence, autrement dit de l'énergie sous forme d'essence qu'il faut dépenser pour faire avancer le véhicule. Mais on parle rarement de la pollution associée à la fabrication de la voiture. Et c'est tout aussi important, là, de manière, en moyenne, euh, fabriquer un auto ça dépense, puis ça émet aussi la même quantité de gaz à effet de serre et la dépense énergétique est équivalente à l'énergie que ça prend pour rouler pendant environ 80 000 km. C'est entre 80 000 et 100 000 km. Donc, autrement dit, lorsque vous faites le choix d'un véhicule à essence, ben, après avoir parcouru 100 000 km, vous pouvez dire que l'essence que vous avez consommée pendant ce 100 000 km-là est égale à l'essence ou à l'énergie qui a été utilisée pour fabriquer la voiture. Et ce qui est particulier, c'est que dans le cas d'une voiture électrique, c'est davantage que ça. C'est une fois et demie plus polluant fabriquer une voiture électrique, c'est à cause de la pile qui est constituée de cobalt et de lithium, deux métaux très rares. Donc, il faut extraire beaucoup de roches pour en avoir une quantité suffisante pour faire une pile. Donc, toute la pollution associée au procédé d'extraction, le concassage et tout ça, il faut concasser, sortir beaucoup de roches pour avoir un peu de lithium et un peu de cobalt. Donc, ça prend une fois et demie. Il faut rouler une fois et demie davantage avec un auto électrique qu'avec un véhicule à essence pour rembourser la pollution associée à la fabrication du véhicule. Ça, on ne vous en parle jamais. Euh, bon, les raisons, c'est à la fois de l'ignorance et on veut aussi intentionnellement vous cacher certaines choses pour la promotion du véhicule électrique. Mais il faut être conscient de ces réalités-là quand même qui ne changent pas, qui sont incontournables. Donc, et là, le vrai gain, là, c'est là que je veux en arriver à dire que le vrai gain environnemental, et là, c'est là que doit se faire le prochain combat d'ici les prochaines décennies, et c'est votre génération à vous qui allait être impliquée le plus là-dedans, c'est de fabriquer les choses le moins souvent possible. Donc, augmenter la durabilité des objets dont la fabrication est reliée à une source de pollution importante. Et les deux principaux objets à quoi je pense, qui qui devront être impliqués dans cette démarche-là dans le futur, ce sont les véhicules. Donc, il faut absolument augmenter la durée de vie des voitures. Donc, et ça passe par quoi? Ça passe par l'augmentation de la résistance à la corrosion des pièces. C'est ce qui fait qu'un véhicule, une automobile arrive en fin de vie, c'est la corrosion. Donc, en utilisant le titane, de plus en plus pour le plancher du véhicule, pour les parties les plus exposées à l'eau là, et au sel, ben, il va falloir commencer à remplacer l'acier et l'aluminium aussi, parce que l'aluminium se corrode très facilement en présence de chlorure par des métaux beaucoup plus résistants à la corrosion, comme le titane par exemple. Et l'autre objet à lequel je pense, mais dans lequel il y a un petit peu de titane, mais pas beaucoup, ben, c'est le téléphone cellulaire. C'est de loin l'objet par kilogramme qui émet le plus de gaz à effet de serre lors de sa fabrication. Donc, ce serait d'augmenter aussi la durée de vie d'un seul cellulaire et des piles aussi. Donc, il est là le défi. Et ça, on ne nous en parle pas beaucoup, là. On trouve ça normal dans la vie moderne d'utiliser un cellulaire par année, mais ça implique énormément de pollution. C'est fabriquer les choses qui polluent, pas nécessairement que de les utiliser. Euh, donc, pour le titane, application courante, pièce pour l'automobile, je l'avais dit, les ressorts, comme je l'ai expliqué dans une capsule précédente, ça permet un gain de poids important de choisir le titane pour faire des systèmes de suspension. On le retrouve de plus en plus dans l'automobile, mais on le retrouve depuis un certain temps, là, beaucoup de temps dans le domaine des motoneiges et des véhicules récréatifs, communément appelés bon, les quatre roues
où très souvent maintenant c'est commun de retrouver le titane comme ressort. Dans les implants médicaux, comme on l'a vu, les remplacements de hanches, les instruments chirurgicaux, donc les scalpels, entre autres, qui sont faits en titane à cause du fait que bon, ben, le titane il est biocompatible, donc tout contact, autrement dit, les risques d'infection sont diminués lorsqu'on utilise des équipements en titane en contact avec les organes à l'interne. Dans l'architecture, donc oui, on trouve le titane de plus en plus comme matériau pour fabriquer des bâtiments, sauf que au niveau économique, c'est pas très avantageux. Le titane est extrêmement dispendieux. Donc, il y a certains bâtiments en Californie, entre autres, j'ai pas pensé que j'en parle, mais j'aurais peut-être pu insérer une image de ce bâtiment-là où le revêtement est entièrement fait en titane. Donc, c'est une bâtisse très artistique, là, et est entièrement fait en titane. Donc, comme pour l'automobile, on pourrait s'imaginer que dans quelques décennies, lorsque le prix du titane aura diminué de beaucoup, ben, qu'on retrouve de plus en plus le titane dans l'architecture, dans la conception de bâtisses, de bâtiments. Dans les articles de sport, on retrouve le titane, notamment les bâtons de golf, dans certains autres équipements aussi. C'est un matériel intéressant aussi pour sa légèreté, pour sa durabilité. Et le titane dans les avions, bien entendu, c'est sa niche principale. On le retrouve un peu partout dans un avion. Donc, vous avez des exemples là, de pièces précises, là. Je ne les énumérerai pas toutes, bien entendu, mais c'est juste pour illustrer le fait que le titane dans l'aéronautique, il est essentiel, il est primordial. Il contribue à assurer notre sécurité et à faire en sorte qu'un avion de ce type-là puisse être capable de voler. Voilà, je crois que ça complète pour le chapitre du titane. Je vais seulement prendre le temps de vérifier combien de temps j'ai dépensé pour cette capsule-ci, parce que je ne veux pas dépasser un certain nombre de minutes, 37 minutes. Bon, on pourrait continuer. Je vais continuer avec un autre chapitre. Je vais remettre le chapitre au début. Oui, parce qu'on avait vu au début de la session on allait voir ensemble différents métaux. Donc, les principaux utilisés, du moins. Et on avait vu qu'on allait avoir l'occasion d'étudier un peu plus près les alliages de nickel. Et on est rendu maintenant, il vient le temps maintenant d'aller étudier de plus près cette grande famille d'alliages-là. Je m'en allais exagérer un peu, là, c'est pas une si grande famille, le nickel. Euh, c'est un monde en soi aussi, plusieurs applications, j'en illustre quelques-unes à travers les images qui sont ici, là. Euh, vous avez ici des tubes en nickel dans l'image du bas pour montrer que le nickel, certains alliages de nickel sont utilisés dans le domaine chimique, un peu comme on utilise le titane, je l'ai expliqué plus tôt. Le nickel, on va le retrouver beaucoup dans les usines euh, dans la pétrochimie, dans l'usine chimique pour transporter des acides, des bases fortes, donc des produits corrosifs. Parce que le nickel a une certaine résistance à la corrosion. Il y a une pièce de 5 sous américain. J'aurais peut-être pu mettre aussi une monnaie canadienne, comme un 10 sous ou un 5 sous canadien. C'est pour montrer que le revêtement de ces monnaies-là, lorsque vous avez affaire à de la monnaie avec une apparence grise métallique, ben, c'est un revêtement de nickel qui est dessus. Donc, les dissous, par exemple, ben, c'est un revêtement en nickel. Donc, le nickel a une assez grande résistance à l'oxydation, donc elle demeure quand même assez belle durant des années. J'ai mis aussi un équipement de robinetterie, un robinet. Donc, quand vous achetez là-dedans, là, il y a plusieurs gammes de qualité, là. Donc, on peut acheter quelque chose de très dispendieux, une très grande qualité qui va durer très longtemps, comme vous pouvez acheter quelque chose qui n'est pas de très grande qualité. Puis lorsqu'on va dans la qualité, là, ben, le nickel est très présent dans la construction de ce genre d'objet-là, donc surtout à la surface. Le nickel a une très grande résistance à la corrosion en milieu aqueux, donc il peut être intéressant à utiliser. Mais il est plus dispendieux que le cuivre.
mais il donne une apparence plus au niveau visuel, là, le nickel ben, c'est au goût hein, du consommateur, là. Le nickel, c'est un métal gris. Donc, lorsqu'on veut avoir une apparence plus grise métallique, une apparence argentée, ben, le nickel est vraiment un métal de choix et de prédilection pour la conception de ce genre d'objet-là. Donc, à la fois une grande résistance à l'humidité et au niveau décoratif, là, il est capable de donner un aspect gris, argenté, très brillant, très intéressant et donc très, euh, très esthétique au niveau visuel. J'ai mis aussi des billes pour illustrer le fait que le nickel, comme on le voit tantôt, est très utilisé pour la fabrication de certains aciers. On sait tous que le nickel représente l'un des principaux éléments d'alliage qu'on retrouve dans beaucoup d'aciers. Il a comme effet deux effets importants chez les aciers, là. Il augmente la trempabilité des aciers. Ça, vous allez comprendre ça cet hiver avec moi encore, là, en cours de traitement thermique. Donc, le nickel euh, permet de tremper les aciers plus facilement et d'obtenir des résistances mécaniques donc plus élevées. Et aussi, il contribue très fortement aussi à la résistance à la corrosion des aciers. Donc, le nickel est un métal là, primordial dans le monde de la sidérurgie. Sans le nickel, là, on ne serait pas capable de faire aujourd'hui des aciers aussi résistants à la fois à la corrosion et résistance mécanique. Donc, le nickel, il est stratégique en sidérurgie. C'est probablement l'élément d'alliage le plus important. Donc, puis les aciéries, quand ils achètent du nickel, qu'ils vont ajouter une certaine quantité dans une charge d'acier dans l'élaboration d'un alliage en acier quelconque, ben, ils vont acheter le nickel sous cette forme-là, sous forme des billes d'à peu près, là, dont le diamètre va varier entre 4 à 7-8 mm de diamètre. Et puis, comme dernière application, ben, j'ai mis une arme parce que le nickel rentre aussi dans la fabrication de certaines composantes à l'intérieur d'un fusil, par exemple, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on utilise une arme à feu, ben, l'intérieur chauffe beaucoup, monte en température pendant un temps donné très court quand même, mais il monte en température, donc ça prend des matériaux qui ont une résistance, une certaine résistance à l'oxydation. Le nickel est utilisé dans certaines pièces à l'intérieur d'une arme à feu pour résister à l'oxydation à haute température lors de la combustion de la poudre de la cartouche. Voilà. Si on fait une petite histoire du nickel, comme je le fais à chaque fois, ben, le nickel, hein, ça pousse pas dans les arbres, puis ça a été, à un moment donné, ça a été découvert par quelqu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nickel est presque aussi vieux que le cuivre en termes d'utilisation, là. Parce que le nickel accompagne souvent le cuivre dans le minerai. Donc, on sait qu'on avait vu que lorsqu'on avait abordé le chapitre sur le cuivre, ben, le cuivre, ça a été le premier métal utilisé par l'homme, les débuts du fameux âge de bronze. Ben, un petit peu plus tard, là, pas beaucoup, là, on parle de 3500 avant Jésus-Christ, ben, ça correspond pas mal au début de l'âge du bronze, là, c'est plus 4500 ans avant Jésus-Christ. Ben, à peu près, pas très long, là, on parle de pas très longtemps après, mais c'est quand même 1000 ans. Ben, certaines peuplades, notamment au Moyen-Orient, ont comme sont tombées sur des gisements, un peu par accident bien entendu, là, qui, en plus du cuivre, contenaient du nickel. Donc, et lorsque ils procédaient à l'élaboration du gisement pour essayer d'en ressortir le cuivre, ben, des fois, tout dépendant du lot qu'ils avaient utilisé, ou ça pouvait arriver qu'ils tombent là, sur le nickel, ils se séparaient du cuivre, puis là, ben, dans leur petite méthode pour essayer d'extraire le cuivre là, à haute température, ben, il y a des fois que, au lieu que ce soit un métal rouge-brun qui apparaissait, ben, c'était un matériau semblable, là, qui avait le même comportement que du cuivre métallique, parce qu'à l'époque, là, il y a 3500 ans, c'était nouveau. L'âge du bronze, comme j'ai expliqué dans le chapitre sur le cuivre, c'était spécial pour l'homme, là, qui voyait de voir un matériel qui était malléable comme de la plastine, puis qui durcissait, qu'on est capable de durcir, de mettre en forme et de durcir. Donc,
Et puis là, ben, ils étaient habitués que ce matériau-là puisse être uniquement brun, la couleur du cuivre, mais à un moment donné, ils sont tombés sur un autre matériau qui avait à peu près le même comportement que le cuivre, donc formable, durcissable par déformation plastique, avec lequel ils pouvaient aussi faire des armes, mais qui avait une apparence différente au niveau de la couleur, c'est-à-dire gris. Donc c'était avant le fer, avant la découverte du fer. Donc à l'époque, ben, le mot qui était utilisé pour dénommer le cuivre, ben, euh, il prenait ce même mot-là, mais il lui ajoutait la couleur blanc. Donc c'était du cuivre blanc. Les Chinois ont été à peu près peut-être les premiers à utiliser à grande échelle le nickel, le métal blanc, le cuivre blanc, entre le 8e siècle et le 15e siècle avant Jésus-Christ. Mais on a déjà fait des découvertes en Syrie, donc comme je vous disais tantôt au Moyen-Orient, qui prouvaient que les peuplades qui étaient situées à cet endroit-là, à l'époque, avaient déjà découvert des bronzes contenant du nickel. Voilà. Un peu plus tard, donc dans les années au milieu du 18e siècle, un Suédois a réussi à extraire du cuivre le nickel, donc à l'isoler en laboratoire et euh, de l'avoir à l'état pur. Et puis, à partir d'un gisement de cuivre, donc il avait réussi à avoir, à partir de cuivre métallique, il avait réussi par quelques trucs de chimiste à isoler, à extraire le nickel, puis à l'isoler du cuivre, donc à extraire le nickel blanc. Fait que il a décidé de l'appeler, étant donné que ça provenait du cuivre, ben, il a décidé de l'appeler le cuivre du diable. Donc en suédois, ça se prononçait comme Kopfernickel. C'était le mot en suédois. Donc, diable, nickel, ben, c'est diable en suédois. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui le nickel. Donc, c'est le métal du diable. Voilà. Le nickel, c'est le 10e métal le plus abondant sur notre planète, là, sur la croûte terrestre. Il représente 0,019% du poids de la croûte terrestre. Ben, 0,019% des métaux. Non, c'est du poids total, c'est ça. 0,019%. Soit dit en passant, oups, ça saute. Le nickel, ça on parle de la croûte terrestre, mais le métal, le nickel est très très présent en plein centre de notre planète. Le noyau terrestre en fusion, c'est un mélange de deux métaux, du fer et du nickel. Donc il y a énormément de nickel sur la Terre est constituée d'énormément de nickel. Il y en a un petit peu sous la croûte terrestre, mais il y en a énormément en plein cœur de notre planète, dans le noyau liquide, qui en même temps est en mouvement et dont le mouvement crée un champ magnétique qui nous protège euh, des rayons cosmiques. Donc, s'il n'y avait pas cette masse de métal, de fer, mélange fer-nickel en fusion qui tournoie à l'intérieur de notre planète, nous ne serions pas ici aujourd'hui parce que l'intensité des rayons cosmiques, entre autres celle du Soleil, serait beaucoup trop intense pour permettre la vie d'apparaître et de prospérer. Je vais encore vérifier une fois le temps qui me reste parce que je ne veux pas faire une capsule trop longue parce que sinon ça me crée certains problèmes au niveau du traitement de l'image. 48 minutes. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette première capsule ici, puis je vais poursuivre dans une deuxième capsule avec le chapitre sur les alliages de nickel.